Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires et merci de votre fidélité. On démarre par Bordeaux. Comme dans toutes les zones vertes, les cafés et les restaurants devraient pouvoir réouvrir à partir du 2 juin. Ce qui est certain, c'est que ce sera 1 mètre entre chaque table, ce qui n'est pas toujours très pratique, donc probablement moins de clients. La mairie de Bordeaux a donc décidé de leur donner un petit coup de main en autorisant l'extension ou la création provisoire de terrasses. Sur place, Dominique Parmentier pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Sans leurs terrasses, les rues et les places emblématiques du centre-ville de Bordeaux sont méconnaissables. La place Camille-Julien, habituellement grouillante de monde sous le soleil, est déserte. Même chose, place du Parlement Sainte-Catherine et dans tout ce secteur très touristique. Partout, les chaises et les tables des restaurants sont bien rangées. Mais beaucoup s'activent pour préparer la reprise après plus de 2 mois de fermeture. Pour autant, les règles de distanciation vont entraîner un gros manque à gagner. Si nous respectons la distance entre chaque table, qui a priori est d'1 mètre environ, nous allons perdre quasiment la moitié de la terrasse, la moitié des places assises. Comme tout établissement, si on se retrouve avec 30% de notre chiffre, on ne pourra que payer les charges et donc forcément on sera déficitaire de plusieurs milliers d'euros chaque mois. Et le personnel, il faut le payer et si je n'ai que 30% de capacité d'accueil, je me retrouve là dans une situation très compliquée. La mairie de Bordeaux a donc proposé d'autoriser la création ou l'extension de terrasses sur l'espace public, au moins pendant cet été. Afin de compenser toute cette perte de chiffre d'affaires qu'ils ont pu avoir. Et donc c'est ce que je vais engager dès lors qu'on connaîtra les prescriptions de l'État en termes de règles sanitaires. Une discussion que je vais engager avec les professionnels et puis aussi avec les riverains, parce qu'il faut que ça se fasse dans un esprit de concertation. Mais je suis prêt à le faire très rapidement. Une mesure vitale pour la plupart des restaurateurs. C'est plus qu'important, c'est vital pour nos commerces. Cette année, ça va être une année particulière, pas trop de touristes, voire pas du tout. À 30% de capacité, je ne sais même pas si ça vaut le coup de réouvrir. Donc on va demander une extension pour pouvoir au moins récupérer une capacité importante qui nous permet de pouvoir faire face aux charges. Pour nous c'est vital, bien sûr c'est vital. Si on n'étend pas la terrasse, on va se retrouver avec 32 couverts, 32 places assises. Au lieu de 60, au lieu de 120 la totalité de la terrasse. À condition que le temps soit de la partie, ni caniculaire ni pluvieux, car à l'intérieur, tout le monde ne pourra pas se mettre à l'abri. Voilà, dans ce Grand JT des Territoires, à présent, nous allons prendre le chemin de l'Occitanie pour le paisible village Les Pins, situé dans le Gard. L'école communale Les Marronniers a reçu un innovant détecteur de température installé de manière très expérimentale. Avec ce dispositif, il suffit de moins de 3 secondes pour mesurer la température des écoliers. Explication et mode d'emploi avec les équipes de Via Occitanie sur place, regardez. À prendre la température et à savoir si ça n'a pas de la fièvre. Parce qu'avant j'avais un thermomètre frontal. C'est beaucoup plus pratique ça. Oui. Ces 2 petites écolières, Anaïs et Maïva, ont été les premières à mesurer leur température corporelle grâce à un tout nouveau dispositif, le Thermobot. Cet appareil expérimental a été installé dans leur école dans le petit village de Le Pin dans le Gard. Alors le fonctionnement est très simple. Vous avez un encadré en fait qui est ici en bleu. Donc il suffit de se mettre devant tout simplement et ça prend votre température en 2 secondes. Et vous avez donc 3 catégories. Vous avez la catégorie verte où tout va bien, la catégorie orange où il faut donc faire attention à sa température et la catégorie rouge où là vous dépassez les 38,1 degrés. Où là par contre c'est danger, donc il faut aller faire contrôler sa température chez un médecin ou prendre rendez-vous. Cet appareil, une tablette infrarouge, le maire de ce village de 400 habitants en est ravi. Vendu 1 710 € prix grand public, les négociations financières vont bon train avec l'agglomération de Bagnols-sur-Cèze, porteuse du projet. Le coût pour la commune, il n'est pas encore reconnu. Nous, on est une petite commune avec des moyens limités, donc on espère qu'il sera le plus bas possible. Et la négociation est en cours entre l'agglo et le prestataire. Et le prix sera en fonction du nombre de communes qui seront intéressées, bien sûr. Cette installation est testée simultanément dans 2 écoles, la plus importante de Bagnols-sur-Cèze, l'école Jules Ferry, et une plus petite ici dans la commune de Le Pin. Peut-être que pour la rentrée et pour l'avenir, oui, c'est une machine qu'il faudra avoir, un appareil qu'il faudra avoir de toute façon. Pour les écoles et même pour les magasins, les structures d'accueil de personnes. Après 60 commandes dans la commune de Istres, l'agglomération de Bagnols-sur-Cèze pourrait devenir le 2e client d'importance pour cette entreprise de 12 personnes.
Voilà, on ouvre une page économique à présent dans ce grand JT des territoires, avec une belle nouvelle sur le front économique pour le département de l'Aube. L'entreprise BioSerenity, implantée à Rosières-près-Troyes, a remporté le marché de commande d'État de masques chirurgicaux. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie est venue cette semaine rendre visite et féliciter les salariés. La caméra de Canal 32 l'a accompagnée tout au long de cette visite. Regardez. Et Céline que l'on vient de recevoir derrière qui sont en cours d'installation de masques pour faire des masques FFP2. D'accord. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est vraiment on a commencé mercredi dernier à vraiment les lancer. Les équipes sont en place, commencent à être en place et on est encore dans l'appréhension de la machine et dans commencer à sortir nos premières productions. Une grande fierté de voir à quel point l'industrie s'est mobilisée. Là, c'est le cas d'une start-up. En 2 mois, elle met en place une fabrication de masques chirurgicaux français. Il y avait déjà 4 acteurs industriels en France. Ils ont su accompagner la montée en puissance en augmentant leur production. Ils sont passés de 3,5 millions de masques produits chaque semaine à plus de 10 millions fin avril. Et là, grâce à des nouveaux entrants, grâce aussi aux nouvelles lignes qu'acquièrent les producteurs historiques, on va arriver à 20 millions de masques produits chaque semaine en France pour les soignants. On a des machines qui sont relativement consommatrices de personnes. Ce ne sont pas les machines les plus automatisées, donc on peut aller jusqu'à 150 emplois, c'est en tout cas l'objectif. Et comme vous le savez, nous avons sécurisé les commandes par des achats de l'État. Et donc ces masques-là, ils vont venir dans le stock de Santé publique France pour les personnels soignants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a sécurisé 1 milliard de commandes. Donc, elles ne sont pas encore dans le stock, elles sont en cours de production. Là, vous avez les premières boîtes, mais ce sont des commandes françaises, ce qui change des commandes qui ont été passées ces dernières semaines, où on était essentiellement dépendant du marché chinois. Autre bonne nouvelle pour cette PME de Tourcoing dans les Hauts-de-France. Son patron a décidé de réorienter toute la production vers la construction de tunnels de désinfection, et oui, pour les caddies de supermarchés. Les demandes explosent, l'entreprise fabrique à tour de bras en attendant l'homologation, comme l'explique ce reportage signé Pierre-Jérôme Montenot et Gauthier Delebette de nos confrères de WEO, la chaîne de la Voix du Nord, à Lille. Regardez. C'était simple, encore fallait-il y penser. La société tourquenoise Alinéaire a mis au point un petit tunnel de désinfection pour les chariots de supermarché. Le client pousse son caddie dans ce tunnel où une solution désinfectante est dispensée par brumisateur. La société garantit entre 50 et 80% de destruction du virus. On le commercialise donc pour tout le monde, donc pour les grandes enseignes, mais aussi pour l'industrie, petite industrie, grosse industrie, pour les collectivités, les centres, les complexes sportifs et bien sûr la grande distribution alimentaire et bricolage. L'homologation du tunnel est en cours. La société de 15 salariés va embaucher pour faire face au boom des commandes. Le succès est là, on a énormément de contacts et là pour l'instant on est plus ou moins à une grosse 300 commandes pour l'instant. Qui viennent d'où ? De partout dans le monde, des États-Unis, du Canada, de la Russie, du Moyen-Orient, vraiment de partout et de France bien évidemment. Les masques sont devenus bien entendu un objet quotidien pour nous tous. Et ces protections qui recouvrent le nez et la bouche limitent bien sûr la propagation du coronavirus, vous le savez. Mais pour les sourds et les malentendants, ils sont un frein à la compréhension. Pour les aider, l'association brestoise Masques à Rade fabrique des masques en plastique transparent. Regardez les explications d'Anna Perron pour la chaîne TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Ils laissent apparaître les sourires et les expressions du visage. Les bénévoles en ont déjà produit une centaine, un succès qui est né sur Facebook pendant le confinement grâce à un heureux hasard. Le masque en plastique est né d'une rencontre avec Roselle, donc de l'association Mascarade, qui n'avait plus de machine à coudre parce que la sienne avait planté, qui a fait une demande sur le groupe Facebook. Et une demi-heure après, la personne qui est venue la dépanner d'une machine à coudre, c'était une personne de l'Urapeda qui leur a parlé des soucis que ça pouvait provoquer pour travailler avec un public sourd. Après près de 70 prototypes réalisés, la production fait maison est enfin lancée. C'est donc du PVC, c'est des matières extensibles. L'avantage de ce masque aussi, c'est que il respire. Ouais. On a le sourire, ça c'est énorme. Et on respire. Et on est bien, on est à l'aise. Ces masques facilitent grandement les interactions avec les personnes sourdes et malentendantes. J'ai rencontré Rosanne et Marie
qui m'ont fait essayer leur masque et tout de suite ça m'a paru tellement pratique. On y gagnait en légèreté, on pouvait respirer, on voyait les expressions du visage. Elles étaient très claires et pour le public sourd, c'est vrai que c'est vraiment, et malentendant bien sûr, c'est un besoin de pouvoir lire sur les lèvres ou voir les expressions du visage. Alors qu'avec un masque papier, c'est totalement impossible. Rosanne et Marie ont créé leur marque, Marose, et ont déposé un brevet. Elles espèrent qu'une entreprise bretonne reprenne la production pour diffuser les masques à grande échelle. Nous allons à présent nous intéresser aux maires dans ce grand JT des territoires. Ces élus ont été en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Le deuxième tour des élections municipales est fixé au 28 juin prochain, vous le savez sans doute. Pour ceux qui ont été élus au premier tour cette semaine, l'installation du conseil municipal a pu avoir lieu et notre partenaire de TV Rennes a pu suivre Marie Ducamin. C'est la maire de Saint-Jacques-de-la-Lande en Ille-et-Vilaine. Et voici donc la journée d'une nouvelle élue, reportage signé Thibaut Boulet et Christophe Penven pour TVR à Rennes. Ça va ? Elle démarre cette première journée en saluant le personnel de l'hôtel de ville, un lieu qu'elle connaît bien puisqu'elle a déjà effectué 2 mandats comme adjointe au maire auprès d'Emmanuel Couet. Vous allez bien ? Oui, vous ? Très bien, ouais. Félicitations. Merci. Vous ne découvrez pas la vie de la mairie, de la municipalité. C'est un avantage. Hein. Oui, c'est un avantage. C'est sûr que pour moi, c'est beaucoup plus confortable. La plupart des dossiers, effectivement, je les connais. On les a suivis. Il y a eu une passation avec le maire sortant, Emmanuel Couet. Mais c'est quand même un gros changement. C'est pas rien de se retrouver maire. C'est pas la même chose. Où est-ce que vous allez, Madame la maire ? Alors, je vais boulevard Mermoz, au carrefour boulevard Mermoz, Lucie Aubrac, pour voir comment on a aménagé les pistes cyclables provisoires. Aujourd'hui, c'est un trottoir mixte de l'autre côté. C'est vrai que c'est pas très satisfaisant. Qui n'est pas très satisfaisant. Et ça, c'est du provisoire qui va durer, c'est ça ? Ouais. C'est quelque chose qui a pu avancer grâce à la mobilisation et l'urbanisme tactique, comme on dit, c'est-à-dire l'idée de profiter de la sortie de crise pour pousser des aménagements qui étaient un peu dans les tuyaux, mais qui prenaient un peu trop de temps à voir le jour. Il y a beaucoup de maires qui ne sont pas repartis pour un nouveau mandat. Est-ce que vous avez, vous, hésité à accepter d'être tête de liste ? Moi, j'ai pas hésité à accepter. C'est quelque chose que j'ai très envie de faire. J'ai fait deux mandats d'adjointe. J'ai trouvé que c'était passionnant, que j'avais envie d'aller plus loin, que j'avais envie d'y passer plus de temps. Donc non, j'ai pas du tout hésité. La maire, oui. Vous avez dit au revoir à vos élèves ? Oui, je leur ai dit au revoir, mais je vais les voir encore en visio. Je devais les voir aujourd'hui, mais je vais décaler à vendredi. Jeudi et vendredi, je les vois encore. Alors vous serez maire à temps plein, vous étiez prof d'histoire géo au lycée, c'est ça ? Oui. Et donc vous finissez l'année ? Voilà, exactement, je finis l'année scolaire. Et la rentrée prochaine, en septembre ? Non, je vais demander une disponibilité. L'élection de Marie Ducamin a donc eu lieu lundi soir, lors d'un conseil extraordinaire, avec port du masque et respect des distances entre élus. C'est l'ancien maire Emmanuel Couet qui lui a remis l'écharpe tricolore. Est-ce qu'il y a une décision symbolique que vous allez prendre ? C'est souvent une question qu'on pose aux maires qui débutent un mandat. Il me semble qu'une décision symbolique qu'on a prise et qu'on a prise hier soir en nommant des référents de quartier, c'est une décision importante. Ça y est, on l'a prise et j'espère qu'il y aura du concret, bien sûr, derrière cette décision. C'est un effet peut-être inattendu de ces 2 mois de confinement. Les Français recherchent de l'espace. Ils veulent une maison avec un jardin. Les professionnels de l'immobilier observent un boom de ces demandes depuis quelques semaines. Exemple dans les Yvelines, vous allez le voir, qui sont aussi concernés par cet effet. Ce sujet de Mélanie Poquet de Grégory Canal pour TV78 sur place. Voilà un bien qui pourrait devenir encore plus rare, une maison avec jardin. Après 2 mois de confinement, les envies immobilières ont quelque peu changé. Ces agents spécialisés dans les maisons de famille ont reçu des demandes dès la 3e semaine de confinement. Sur le 2e mois de confinement, ça a vraiment été beaucoup plus intensif. Pour vous donner des chiffres concrets, sur la même période l'an dernier, donc le mois de mars et le mois d'avril, on a connu une augmentation de plus 110% de la demande sur des maisons avec jardin dans l'ouest parisien. Le plus important pour les citadins, ça va être d'avoir un espace extérieur, quel qu'il soit, un petit peu de verdure ou même une terrasse.
Plus que le confinement, l'évolution des modes de travail pourrait renforcer cette recherche. Dans les Yvelines, après le 11 mai, moins de 10% des salariés ont réintégré leur entreprise. Ça, c'est une tendance assez générale à avoir une pièce de plus pour les gens qui peuvent se mettre en télétravail. Évidemment, il faut que l'activité qui est la leur permette de le faire, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bureau et qui souhaiteraient avoir un bureau dédié pour pouvoir travailler de manière efficace, à distance. Un boom qui ne pourrait être qu'un effet de mode pour la Fédération nationale de l'immobilier. Entre 67 et 83% des personnes ne changeraient pas leurs envies. Je vois mal quelqu'un qui a son bureau à la Défense, un appartement à Neuilly-sur-Seine, puisque c'est juste à côté, il peut y aller à pied, ou alors à une station de métro, aller acheter une maison à Versailles ou un peu plus loin, pour avoir un jardin. Parce que le gars, comment il va venir ? Cette envie de jardin pourrait se voir arrêtée par un obstacle, le budget. Certains professionnels redoutent que les banques réduisent les prêts aux particuliers. Vous le savez, ce grand JT des territoires est diffusé sur TV5 Monde dans 200 pays. Et on en parle peu, mais sachez que de nombreux Français restent encore bloqués à l'étranger. Le gouvernement a déjà réussi à en rapatrier près de 30 000, mais certains cas sont beaucoup plus problématiques. Au Maroc notamment, avec ce couple de la Loire bloqué dans un camping. Nos confrères de TL7 à Saint-Étienne ont recueilli leurs témoignages. Regardez. L'année prochaine, on va mettre une parenthèse. On ne viendra pas au Maroc. Le décor fait rêver, mais c'en est trop pour Brigitte et Jean-Louis. Ils sont au Maroc depuis le mois de janvier et depuis le 20 mars, ils sont confinés dans ce camping à 25 mètres au sud d'Essaouira. Les fortes chaleurs commencent à inquiéter le couple. Ils doivent se dire, c'est les retraités, ils n'ont pas à se plaindre, ils ont le soleil. Mais le problème, c'est que les grosses chaleurs arrivent. On est privilégiés parce qu'on a l'air marin, mais ceux qui sont à Tafraout ou à l'intérieur du pays, c'est l'aurore. Les degrés montent jusqu'à 60 degrés. Hier, à l'ombre, on avait 45. Au Maroc, le confinement est surveillé de très près par les autorités. Impossible de franchir les barrages pour visiter le pays. Brigitte et Jean-Louis restent donc au camping, même s'ils arrivent à s'échapper discrètement de temps en temps. En cachette, on va se promener, parce que là aussi, la police nous surveille. On a une plage qui est magnifique. En plus, elle est large, elle est toute beauté, mais on ne peut pas y aller. Interdiction d'y aller, sinon on est verbalisé. Donc, nous, on prend nos vélos et on va se baigner à 5 km où ils ne viennent pas. 5000 camping-caristes sont bloqués dans tout le Maroc. Des Anglais, des Allemands ou encore des Néerlandais ont pu obtenir un rapatriement. Brigitte et Jean-Louis se sentent abandonnés et pris en otage. Ils espèrent obtenir rapidement un billet retour par bateau. On aimerait qu'ils mettent en place un convoi sanitaire. Je ne sais pas pourquoi ils n'organisent pas ça, parce que même avec leurs consignes, on suivrait leurs consignes, qui nous disent, tel jour vous pouvez passer, tant de camping-cars par jour, et on ne sort pas de l'autoroute, et on file jusqu'en France. Voilà. C'est ce qu'on ne comprend pas, ça serait simple, ça serait une solution. Au Maroc, le confinement doit être levé le 10 juin. Brigitte et Jean-Louis pourraient alors regagner la France à condition de trouver un billet qui ne soit pas à prix d'or. Nous vous parlons très souvent dans ce grand JT des territoires de l'esprit de solidarité qui est né de ce confinement et de cette crise sanitaire. Eh bien, sachez que les centres Emmaüs croulent littéralement sous les vêtements. Le confinement a, semble-t-il, donné l'envie à beaucoup d'entre vous de faire le tri dans les armoires, mais aussi, et c'est très bien, l'envie de donner aux autres. Reste qu'il faut à présent gérer ce flux, donc s'organiser. Regardez cet exemple au Mans avec les équipes de VIA LNTV. Ils ont réouvert plus tôt que prévu. Depuis 2 semaines, les boutiques Emmaüs zone nord et zone sud croulent littéralement sous les vêtements. On a l'impression que les gens pendant le confinement ont dû vider leurs armoires. Parce que là, ça fait 2 semaines que ça arrive. Donc, on est obligé de mobiliser des camions, on est obligé de mobiliser du personnel pour le trier, pour le ranger et pour le ramener à la communauté. Côté sécurité, les précautions sont prises. Chaque compagnon est muni de masques et de gants. Après réception, les vêtements doivent patienter dans un coin 24 heures avant de pouvoir être triés. La boutique a même dû être réduite afin de faire de la place au stock. Face à une telle quantité, décision est prise de tout mettre à 1 €. Ils sont à 1 € depuis mardi là.
Donc jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on s'est dit qu'il y a des gens qui ont perdu des salaires, qui ont perdu de l'argent pendant le confinement. Et comme on a des tonnes et des tonnes de vêtements, au lieu de les jeter et de faire n'importe quoi avec, autant que des gens puissent en profiter à faire 1 euro le vêtement. Dans la boutique, les clients sont de retour. Entrée et sortie séparées, masques obligatoires et gel hydroalcoolique à disposition. Pour l'heure, seul le magasin de la Milesse reste fermé. Il réouvrira ses portes le 3 juin. Le monde entier nous les envie. La France, pays aux 1000 fromages. Eh bien, prenons maintenant la direction des Vosges, où un nouveau fromage a vu le jour ces dernières semaines. Les caves de la ferme au Petit Gravier comptent un nouveau bébé. Devinez comment il s'appelle ? Le confiné. Il est né d'une heureuse découverte, comme nous le racontent nos confrères et partenaires sur place de Via Vosges. Il paraît que les belles découvertes sont souvent le fruit du hasard. En tout cas, c'est une théorie approuvée par les époux Vaxelaire, gérants de la ferme au Petit Gravier, à Saulxures-sur-Moselotte. Tout a commencé avec la mise en place du confinement. La vente chutant soudainement, il a fallu réorganiser la production en privilégiant des fromages de garde. On avait laissé un peu de côté nos Munster. Enfin, il y a un lot qu'on a dit à l'op, celui-là, on le laisse de côté, on n'a pas trop de place dans notre cave, on verra ce que ça donnera. Et en fait, au bout d'un petit mois d'affinage, on en a goûté un. Donc voilà des confinés. Des jeunes confinés qui démarrent leur croûte. Donc en fait, il a chopé une croûte à un peu l'ambiance de notre cave, donc l'ambiance des Barcasses, du Munster, de notre petit blanc, notre style de camembert. Donc ça a fait une croûte assez jolie. Et en fait, en goûtant, on s'est aperçu qu'il avait un petit goût bien à lui et qui était super sympa. On va essayer, on va goûter. Goûter quoi ? Une moitié comme ça ? Oui, une moitié. Le nom est alors tout trouvé, le confiné. Un fromage crayeux à cœur et plus coulant sous sa croûte grisâtre. Contrairement au Munster, quotidiennement lavé pendant 21 jours, celui-là s'est affiné tout seul pendant 4 semaines. Le résultat fait déjà des adeptes puisque la 60aine de fromages a trouvé preneur. Il y a eu tout de suite un petit engouement, peut-être le nom qui est sympa aussi. Voilà, le confiné, ça nous rappellera un petit peu la période. Et donc, on arrive déjà à la fin du premier lot et on est en train d'en affiner des nouveaux, du coup. Bonjour, alors je voudrais un confiné. Preuve qu'ici, le confinement a eu du bon. Ben oui, il y a des bonnes choses, vous voyez, des nouveaux produits qu'elle n'avait pas avant. J'aime beaucoup le Munster et je veux goûter celui-ci. Les quelques points de vente partenaires de la ferme aussi se l'arrachent. Un succès qui a convaincu le couple de faire une deuxième tournée. En cours d'affinage, les confinés seront disponibles dans quelques semaines. Non loin des Vosges, nous allons nous rendre maintenant en Moselle pour découvrir une initiative. Son nom, Les Bocaux de Camille. C'est une épicerie zéro déchet lancée à Thionville il y a tout juste 1 an. Ces 2 gérants, Guillaume et Camille, ont profité de la fermeture liée au confinement pour enrichir leur concept. Désormais, les clients peuvent aussi commander directement les produits sur Internet et venir chercher leurs commandes préparées à l'avance. Un drive des bocaux, en quelque sorte, qui a tout de suite démarré très fort. Reportage signé de nos confrères de Via Mirabel sur place. Regardez. Alors, il faut 2 pignons de pain. Ouais. 2 pruneaux, 2 farines de petite épeautre. Les bocaux de Camille emplissent désormais les rayonnages d'une centaine de mètres carrés supplémentaires à l'étage de sa boutique. Des bocaux pré-remplis qui peuvent être commandés en quelques clics sur le site internet de l'épicerie. Le drive des bocaux, l'idée qui était en germe depuis le début de l'aventure, a pu s'organiser et voir le jour à la faveur des 2 derniers mois de confinement. Il faut réfléchir à comment être le plus efficace possible sans perdre trop de temps, parce que c'est sûr que conditionner tous ces bocaux, ça prend énormément de temps, mais ça commence à se mettre en place et c'est très sympa. C'est ici qu'on amène les bocaux sales et qu'on les nettoie. Récupérer et désinfecter les bocaux consignés avant de les remplir à nouveau, sans oublier la phase de l'étiquetage. L'organisation est chronophage, mais la motivation sans faille et le concept devrait permettre d'embaucher. Là pour l'instant on travaille jour et nuit, en effet. On ne va pas garder ce rythme-là longtemps, c'est pas le but. Mais oui, effectivement, je pense qu'on va devoir embaucher 2 personnes pour cette activité-là. Mais on espère que c'est pas le drive qui va prendre la clientèle de l'épicerie. Parce que dans ce cas-là, effectivement, ça serait pas viable. Le but du drive, c'est de gagner une nouvelle clientèle. Car l'un des freins aux achats en vrac, c'est bien souvent le temps que cela prend de remplir chaque contenant.
L'objectif est donc de toucher une clientèle plus pressée qui aspire tout de même à un mode de consommation plus responsable. Mais les premiers, séduits par ce service, l'ont plus été en raison de la crise sanitaire. Justement, avec le virus qui circule, c'est formidable de pouvoir faire des achats en drive. Les gens sont vraiment plus demandeurs, je pense, de consommer de cette manière-là. Je pense que les drives vont vraiment exploser là pendant le confinement. Donc on va dire que bon, le projet est tombé au bon moment. Et aujourd'hui, la boutique a aussi réouvert avec des normes d'hygiène renforcées. En cette période de post-confinement, consommer local et responsable n'a jamais autant fait sens. Ça renforce les convictions et ça renforce les convictions de pas mal de monde. Oui. Le drive des bocaux de Camille est opérationnel depuis le 1er mai. Voilà, merci d'avoir suivi l'édition de ce Grand JT des Territoires sur TV5 Monde ou sur l'ensemble des chaînes régionales et locales dans vos régions. Merci de votre fidélité et à très vite. Au revoir.